Donc, vous avez vu le titre, My Immortal, rapport de pouvoir et enseignement auprès de l'être éternel dans la fantasy jeunesse. Donc, je commence de cette part. Depuis l'Edward Cullen de Twilight, il est devenu un classique que l'héroïne des fictions jeunes adultes s'entiche d'un garçon d'une espèce surnaturelle. Qu'il soit vampire, elfe ou d'origine angélique, celui-ci possède une caractéristique somme toute invariable. Il a une longévité infinie. Ce garçon, sur lequel la jeune fille jette son dévolu, est un être immortel venu du fond des âges, un éphèbe souvent, alliant un physique vigoureux à la sagesse d'une âme millénaire. D'abord inaccessible et intraitable, il finit cependant par devenir à la fois amant, maître d'âme et figure tutélaire paternaliste pour la jeune fille. C'est lui qui va lui enseigner à développer et à maîtriser son pouvoir et la conduire aux portes de l'immortalité, qui signe en contrepartie la fin de son humanité comme on veut le voir. On peut interroger ici les valeurs et significations même du devenir immortel des héroïnes et en quoi ce changement, vécu comme un empowerment, peut représenter une acquisition directement liée à l'idée d'appropriation d'un pouvoir. Mais peut-on s'approprier le pouvoir et même peut-on s'approprier l'immortalité? Peut-elle offrir un instrument de subjectivation? Parallèlement, la glorification de cette promotion existentielle ne témoigne-t-elle pas d'un jalon patriarcal, du moins hiérarchisé des formes de vie? À ce sujet, nous verrons que les récits dévoilent le prix de l'acquisition de l'immortalité, désidéalisant celle-ci partiellement en montrant le revers de sa médaille. J'ai choisi de fournir ma réflexion sur 3 séries romanesques issues de la Young Adult Fantasy qui présentent plusieurs recoupements. On a ici 3 best-sellers, tous 3 écrits par des femmes. Et donc, c'est des séries de Young Adult Fantasy qui sont campées dans des univers historico-fantastiques. Les univers, vous l'aurez compris, où se côtoient tant bien que mal des humains mortels et des fées immortelles. Je nomme donc ces séries que vous connaissez peut-être aussi, donc Throne of Glass, écrit par Sarah J. Maas, A Court of Thorns and Roses, qui est aussi écrit par Maas, ainsi que The Falconer, écrit par Elizabeth May. Au dire de leurs auteurs, qui sont, je le répète, toutes 3 des femmes, ces séries sont destinées à un lectorat féminin et ont été conçues expressément de façon à valoriser l'empowerment et la confiance en soi chez les lectrices. Leurs personnages principaux sont d'ailleurs des jeunes guerrières appelées à sauver le monde, non seulement donc l'humanité, mais aussi le monde des fées, d'une destruction certaine. Pour reprendre les mots de Jill Soloway sur le female gaze, qui serait selon elle un renversement du fameux male gaze de Mulvey, passant par une réappropriation intime du regard masculin par un point de vue féminin de l'ordre du ressenti, de l'affect et du désir, les elfes posent ici un point de vue féminin incarné. On se retrouve en tant que lectrice ou lecteur dans l'esprit des jeunes guerrières, donc dans l'esprit de Selena, de Feyre et de Helena. En cela, leur rencontre avec l'être éternel, et c'est maintenant que je vous les introduis, est vraiment imbue d'un désir physique et d'admiration d'abord pour le corps des mâles en puissance. Parce que j'utilise le terme mâle parce qu'en fait, c'est celui qui est utilisé par les auteurs. Donc, l'homme immortel, le fée, si on veut, parce qu'ils sont de race féerique, et donc un mâle, donc le terme exact qui est employé, donc un male warrior. Les descriptions physiques insistent sur leur musculature phénoménale qui est sculptée par des millénaires de combat. Pour citer les mots de Feyre, mais on insiste aussi sur le plaisir que procurent ces visions aux héroïnes. Comme le laisse deviner la formulation « je me laisse me gâter par la vision de ce torse » ou encore, comme celle l'avoue Selena, « une part très féminine de moi-même apprécie et n'est pas du tout dérangée par cette semi-nudité ». C'est outrageusement hétéronormé, j'en consens, d'autant plus que ces désirs sont fréquemment soulignés à travers le texte comme étant essentiellement ceux des femmes. Ces mâles s'apparentent aux animaux sauvages. Ils sont décrits comme étant forts, hyper virilisés et indomptables, combatifs et présentent des corps surdimensionnés, glorieux et comme, pour reprendre les termes d'une des héroïnes, polis par le temps, car les millénaires l'ont désincrusté au-delà de l'entendement. Déjà s'annonce ce rapport à l'immortalité qui, au lieu de les faire vieillir et décrépir, perfectionne ces corps désirables en les rendant indestructibles et paradoxalement au paroxysme de leur jeunesse. Avec ces 2 autres citations qui sont ici à l'écran, j'attire votre attention sur le fait qu'on laisse entendre que ces corporéités sont impensables en dehors d'une condition immortelle, comme se le rappelle l'héroïne Helena, et qu'il serait hasardeux de les confondre pour de véritables petites jeunesses.
Pour revenir un peu sur la notion de bestialité, on parle ici de mâle, la critique et blogueuse Rhiannon Thomas a d'ailleurs relevé, non sans une certaine irritation, le fait que ces male warriors-là sont toujours dépeints comme étant des mâles hyperboliques qui grognent, rugissent littéralement, en plus d'être extrêmement territorial et protecteurs, notamment envers l'héroïne qui se présente à leurs yeux comme étant une femelle. Encore ici, on remarque quelque chose d'assez choquant dans le fait de camper les parties d'un couple selon leurs stéréotypes sexuels dans ces textes, où très peu de figures d'ailleurs queer sont présentées. Juste là-dessus, il y aura un costaud travail de recherche à faire, mais j'ai dû malheureusement le laisser en plan pour l'instant. Pour revenir donc à cette idée du mâle, il y a là un intéressant parallèle à faire entre l'immortalité et l'animalité. Cette dernière semblant ici signer le dépassement de la condition humaine. Donc, je me suis demandé si on assigne ces caractéristiques animales à une race surpassant les capacités humaines comme une sorte d'humanité perfectionnée ou mieux adaptée aux environnements et donc invincible. D'ailleurs, dans ces textes de Young Adult Fantasy, les royaumes des mortels et des les royaumes de mortels et des immortels sont clairement dissociés et hiérarchisés. On a d'une part les immortels qui sont la race supérieure et les humains qui les craignent. La série A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas présente d'ailleurs géographiquement le royaume des fées immense, riche et splendide qui s'étend au nord, tandis que les humains pauvres, illettrés et incultes habitent ce petit territoire au sud. Ce rapport inégalitaire profond nous est explicitement exposé par Helena, qui est la narratrice de la série de Falconer, mais il pourrait tout aussi bien s'appliquer aux autres œuvres. Elle dit, je cite, « Parce que peu importe, les humains seront toujours en dessous des fées, autant en termes de force que d'expérience. Nous n'avons pas ces milliers de temps de vie qui effritent nos émotions. Nous brûlons fort et nous brûlons jusqu'au bout. C'est ce qui signifie être humain. » Voilà. D'emblée, les humains sont présentés comme étant des êtres irrémédiablement sensibles, et cela est perçu comme une faiblesse de leur part, et de la part aussi des fées. Dans le cas des duos qui m'intéressent, nous avons un microcosme de cette dualité. D'un côté, on a le mâle alpha éternel qui incarne tous les symboles et traits de l'animal en puissance, la rage primaire, la possessivité territoriale, pour reprendre les mots de l'auteur Sarah J. Maas. Et de l'autre, on a l'héroïne qui se présente comme une dramatisation de la simple mortelle humaine. Elle est premièrement entièrement dépourvue de caractéristiques animales, se montre peu impulsive, et bien que fort, son corps est décrit comme étant menu et affiche des dimensions moyennes. Bref, somme toute, on est devant une fille assez ordinaire, si ce n'est évidemment de sa beauté surprenante. Comme le remarque, non sans une arrogance condescendante, Tamlin, qui est le mâle fée de la série A Court of Thorns and Roses, à l'égard de l'héroïne, il dit, je cite, « Voilà où nous en sommes. Nous mettons le destin de notre monde immortel dans les mains d'une humaine illettrée. » Parlant d'arrogance, ces mâles en font preuve à un degré assez hallucinant. En fait, un degré que seul un immortel pourrait atteindre, comme le souligne Feyre. Désabusement et désintéressement se laissent aussi sentir chez eux. Mais cela s'explique par le fait qu'ils sont trop puissants et ennuyés en raison de leur trop grande collection d'expériences de vie, pour être désormais intéressés par quoi que ce soit de manière significative. Comme l'indique Kieran à Helena de manière assez blasée, les humains ne se préoccupent de l'avenir que parce qu'ils sont confrontés à la mortalité, et que par conséquent, lui et les représentants de son espèce n'ont pas cette appréhension, étant donné qu'ils ont la certitude de demeurer toujours là et inchangés. Cette attitude désinvolte s'accompagne aussi d'une sorte d'insensibilité impitoyable, mais j'aurai l'occasion de revenir là-dessus un peu plus longuement. L'héroïne est quant à elle tout ce qu'il y a de plus vulnérable et passionné. Aussi, elle est jeune pour une humaine, faut le souligner, elle est environ dans la début vingtaine pour la plupart. Ce qui ajoute encore au contraste et creuse le fossé temporel qui sépare fondamentalement les deux individus. La vie de la jeune femme est un instant éphémère devant l'éternité, comme se le rappellent Feyre et Selena, pour reprendre leurs mots, qui se écrivent elles-mêmes comme étant des lueurs vacillantes devant l'océan de l'éternité de leurs compères. Donc, on a d'un côté des pages de mansplaining dans cette rencontre-là, vous l'avez sans doute deviné, qui irritent d'ailleurs les protagonistes, bien conscientes des avantages masculins qui sont tirés de ce déséquilibre. Selena va se montrer particulièrement d'ailleurs lucide par rapport à ce pouvoir lorsqu'elle va commenter, je cite, « Il avait le don de l'éternité, il pouvait jouer ce jeu pendant des siècles, tandis que son impatience, sa mortalité
et le fait que chaque battement de cœur le rapprochait un peu plus de la mort était utilisé en sa défaveur. Nous avons donc d'un côté ces mâles imperturbables, expérimentés, immenses littéralement, et de l'autre ces filles fougueuses et fragiles. Donc en raison de leur polarité, il s'enclenche un rapport d'abord très froid, très impersonnel et conflictuel entre l'héroïne et son maître d'armes. Un rapport de maître à élève plutôt autoritaire et disciplinaire. Comme l'explique Elena, Kieran et elle n'ont que peu de connexion entre eux. Ils vont se battre, vont saigner et chasser presque chaque nuit, comme elle l'explique, durant lesquelles il veut lui enseigner les manières de tuer les plus brutales et efficaces possibles. Parce qu'on n'oublie pas, hein, le destin de cette jeune fille, c'est de sauver le monde. Donc, elle a besoin d'acquérir le plus de force et de pouvoir possible. Il va ainsi traverser, elle va ainsi traverser un moment d'isolement intense durant lequel elle va acquérir son savoir et ses compétences martiales, et littéralement à la dure. J'appelle ces passages initiatiques assez typés la période camp militaire. C'est un trope qui, selon moi, traverse conventionnellement les guerrières au cours de leur récit. Vous avez tous vu le film Mulan de Disney. Je vous rappelle cette séquence chantée où on la voit en train de s'entraîner pour faire parvenir à grimper son fameux poteau. Mais on est avec son maître d'armes qui va éventuellement aussi devenir son amoureux. Voilà. Vous avez un peu la table ici. Donc il y a un avant et un après ce training de fou où la guerrière va littéralement se transformer en espèce d'assassine brutale. On retrouve à peu près la même chose donc dans mon corpus de Young Adult Fantasy. C'est quand le militaire est une période de métamorphose profonde où l'héroïne va apprendre à développer sa force physique et mentale et finalement à entrer en contact avec son propre potentiel, chose évidemment qu'elle ne s'était jamais alors permise d'exploiter pleinement. Hein. Maintenant, elle est avec un homme et grâce à lui, elle va y parvenir. Parce que c'est toujours difficile, on dirait encore, d'essayer que c'est une autre femme qui va lui enseigner, malheureusement. Mais bref, de plus en plus, je remarque qu'il y a des corpus quand même, quelques œuvres qui les exploitent, dont The 100, que je vous invite tous à voir, qui est une série télévisée absolument fantastique. Mais là, je reviens à mon sujet principal. Donc, au fil de l'entraînement, l'héroïne va acquérir une confiance en soi qui fait qu'elle vient à même de s'affirmer face à son entraîneur et dès lors va commencer à s'établir un rapport d'équité entre les deux. Donc, comme le déclare Elena, les nuits où ils chassent entre eux sont les seuls moments où elle se sent sur un pied d'égalité avec un homme, même si techniquement, Kieran n'en est pas un. Hein? Vous voyez sans doute venir la suite. Que serait une bonne série de Young Adult Fantasy sans une intrigue amoureuse bien justeuse? C'est effectivement à partir de cette reconnaissance d'un rapport d'équité entre les deux parties, un rapport d'équité acquis au prix d'un dur labeur, que s'installera une complicité affective. Donc, l'intimité du couple ainsi formé va s'acquérir lors des échanges de coups, mais aussi dans le constat du développement de l'héroïne. Donc, suivant un schéma assez patriarcal, elle mérite son mal, car elle devient son égale en termes de pouvoir physique. Kieran va même indiquer à son élève « I made you the same as me ». « Je t'ai faite à mon image », une phrase qui va profondément troubler l'héroïne, qui va, elle, prolonger intérieurement sa réflexion. Elle dit, je cite, « Je t'ai faite à mon image ». Une créature de la nuit, un démon, un monstre faisant affaire avec la mort et la destruction. Nous sommes pareils, toi et moi. Dans les cas qui nous occupent, il s'agit vraiment d'une situation assez improbable, car comme le souligne Kieran, il n'aurait jamais cru en fait qu'un homme immortel, qu'en fait une fille était capable de devenir amoureux d'une humaine, car d'autre manière, les deux parties, les deux espèces sont vraiment ennemies. Finalement, donc, on a une sorte de symbiose qui va s'installer entre les deux personnages. La jeune fille va littéralement considérer à la fois le fée comme étant son protecteur, son warrior, son ami, mais aussi son amoureux. Comme le remarque Kelly Oliver dans son ouvrage sur les figures de filles chasseresses et la culture du viol en Young Adult Fiction, la force d'un personnage est encore trop souvent mesurée en termes de violence et de tuerie. En lien avec le constat d'Oliver, je remarque le fait qu'en Young Adult Fantasy, les femmes puissantes, telles que les reines, sont presque immanquablement présentées comme étant d'une perversité, d'une cruauté dépassant vraiment tous les personnages masculins. Elles sont en fait des personnages de vilaines très sadiques qui vont tuer pour le plaisir et se délecter de la souffrance d'autrui. Comme c'est le cas par exemple de la reine Amarantha et de Sorcha, qui sont vraiment deux femmes absolument impitoyables.
Donc Feyre va même dire d'Amaranta qu'elle est une chasseresse immortelle et cruelle qui collectionne les trophées de chasse et les conquêtes afin de s'en vanter à travers les âges. Puis de son côté, on a Helena qui trouve Sorcha magnifique, effrayante et tellement inhumaine. Donc les vilaines inhumaines sont caractérisées par leur goût pour la domination et le pouvoir excessif qui s'intègre au portrait qui nous est fourni de la malitude et du patriarcat dans ses œuvres. Nos héroïnes guerrières ne se rendent pas jusque-là, mais elles s'endurcissent considérablement au point d'être effrayées par leur propre transformation. Par exemple, Helena constate avoir internalisé les leçons de son maître au point d'être devenue, selon ses dires, une créature aussi vengeresse et destructrice que lui. Elle dit, je cite, « Je suis comme lui, je suis un monstre ». L'amant est donc parvenu à façonner une créature à son image, du moins le croit-il, puissante et impitoyable. L'héroïne Feyre ira même rejoindre son amant dans son immortalité, éventuellement. Mais bien entendu, vous vous en doutiez, ici comme ailleurs, la vie éternelle n'est pas une denrée sans prix. La jeune femme aura d'abord à tuer 3 fées avant de se sacrifier elle-même, suite à quoi, on a ici son sacrifice de fée, et finalement, on a son sacrifice à elle qui va la conduire aux portes de la vie éternelle. Donc, en un sens, l'immortalité n'est pas le prolongement infini de sa vie en tant que mortelle, mais plutôt le sacrifice violent de celle-ci au profit de l'éternité en tant que fée. Ce changement de statut sera d'ailleurs d'abord vécu comme une promotion, une réquisition et une réappropriation agentive de la propriété des mâles fées au profit de l'héroïne, qui annonce littéralement que le pouvoir n'appartient désormais plus seulement au seigneur fée, mais bien à elle, de même que son futur est sien. Cependant, les regrets des meurtres qui lui sont imposés altéreront bientôt son triomphe, car comme elle l'explique à son amoureux, sa sensibilité est demeurée celle d'une humaine en dépit de la transformation, car en effet, son immortalité est encore jeune et par conséquent, ses sentiments n'ont pas encore eu le temps de s'émousser au fil des siècles. Elle va demeurer donc hantée par ces meurtres commis de sang-froid, mais c'est précisément ce traumatisme qui lui témoigne qu'elle n'est en fait pas devenue complètement un monstre. Ainsi, l'héroïne n'est pas certaine d'aimer l'idée de voir son cœur se tarir irréversiblement, tout comme la perspective même d'être devenue immortelle. Contrairement à Feyre, on a Helena, elle, qui va choisir de s'éloigner complètement de la violence et refuser l'immortalité au prix d'injustes sacrifices. Elle préfère, je cite, mourir dans sa propre vie que de vivre une éternité au profit de celle d'une autre. En bout de ligne, même si l'héroïne devient forte et de plus en plus puissante, ce n'est pas tant une célébration du pouvoir insensible et de la brutalité qui lui sont liés, mais plutôt un retour discursif sur les valeurs attachées à l'humanité, à savoir la compassion et l'empathie. Valeurs, on s'entend, qui sont gardées à l'humanité dans ses diégèses. Et ces valeurs vont même se faire reconnaître parmi l'autre que les figures d'hommes immortels eux-mêmes. Par exemple, lorsque Helena va demander à Kiaran s'il la trouve faible parce qu'elle a décidé d'arrêter de se battre parce qu'elle est sensible, Kiaran va lui répondre par la négative que c'est justement ce qui la rend telle qu'elle est, c'est-à-dire humaine. Il ajoute même qu'il n'est pas faible d'aimer ou d'avoir de la compassion pour autrui, ce dont il se montre lui-même incapable. Par la bande, on assiste donc à une reconnaissance des principes féministes tels que le prendre soin et l'empathie que font valoir les héroïnes malgré leur conditionnement guerrier, des qualités qui vont signer leur succès en tant que sauveuses du monde d'ailleurs. En fait, c'est précisément dans leur capacité à combiner la sensibilité humaine à la puissance des immortels que va reposer leur réussite. Certes, on peut critiquer avec raison le fait qu'encore ici se réitère l'association par trop sollicitée entre féminité et sensibilité, fragilité et sacrifice, en plus de celle tout aussi éculée entre la masculinité, la malitude, la violence et la cruauté. Mais à la défense de ces textes, je note malgré tout une volonté certaine de dégenrer l'attrait pour la compassion, car c'est peut-être l'enseignement principal que vont intégrer les mâles lors de leur communion avec leurs humaines. Au passage, je note un trope sous-exploité, mais selon moi bien présent dans ses œuvres, même s'il faut pour y parvenir sacrifier une partie de son humanité, entendre aussi ici de sa sensibilité. L'éternité est un état somme toute accessible. On a des guerrières qui ont quand même accès à l'immortalité. Or, il semble n'exister aucune manière pour les mâles immortels de passer, et j'oserais dire même régresser au statut d'humain. Les hommes ne bougent pas, demeurent immobiles bien haut dans leur trône malgré l'amour envers leur douce.
On est bien loin de Beren et Luthien, hein, ou Arwen et Aragorn, ces femmes elfes qui, elles, se sacrifient pour l'amour de leurs hommes. Mais j'ouvre ici une porte et je vous invite à en discuter durant la période de questions si le cœur vous en dit. Parce que cette humanité leur est inaccessible, donc, sous leurs allures arrogantes, les fées mâles de la Young Age Fantasy se révèlent au final, de fervents admirateurs de la condition humaine, dont l'intensité leur apparaît absolument fascinante. À ce titre, l'existence mortelle apparaît souveraine au-dessus de la froide lassitude des immortels. We burn bright and we burn out, nous disait Helena. Comme le souligne Ciaran, leur seul moyen de ressentir par procuration cette fulgurance de la vie mortelle est d'être en contact avec l'énergie que dégagent les humains. À ce titre, les humaines seraient-elles donc pour ces mâles éternels des sortes de Lolita, les aidant à rêver à cette éphémère jeunesse dorée dont ils ont perdu jusqu'au souvenir. En attendant de vous revenir avec une réponse plus étoffée dans une prochaine recherche, je laisse à l'écran une pick-up line à prendre en note pour les amoureux immortels parmi vous. Voilà, merci de votre attention.